Peu avant, dans une lettre, le marquis Bénédicte affirma avoir appris que Roman allait servir au front sud par altruisme, au nom du royaume, mais ne pouvait le voir risquer sa vie si jeune. Le marquis Bénédicte avait ainsi manœuvré pour que Roman soit affecté à cette zone. Il lui rappela que la maison Bénédicte attendrait toujours son retour. Des mois avaient passé, mais les sollicitations ne tarissaient pas. Roman comprit que la faction aristocratique comptait énormément sur lui. Nul autre n'aurait été plus à même de repousser un chevalier royal. Il soupira, pensant que le front sud, apparemment calme, était en réalité une bombe à retardement selon les services secrets de Valhalla. Il se remémora le sourire du messager de Valhalla, qui lui avait noté qu'il comprendra lui-même lorsqu'il vivra les événements. Peu après, lors de son entretien avec Henri Albert. Alors qu'il demanda la situation, Chris lui fit savoir que Henri Albert leur demandait de quitter les lieux. Roman héritier reconnut à peine le descendant de la famille illustre. Puis Roman demanda pourquoi devait-il partir. Henri déclara que Roman devait rester à l'auberge de la cour. Henri continua protestant. Il affirma que, puisqu'il partait aux casernes du Sud, il devait se préparer et qu'il ne fallait pas s'attendre à un bon accueil s'il faisait défection. Il leur laissa 10 minutes pour vider les lieux. Roman, irrité, murmura que c'était l'arrogance d'une famille de province. Puis Roman finit par s'emparer de son épée et dit qu'il existait une solution simple pour régler cette situation. Il pointa son épée vers l'avant et déclara qu'il serait préférable de se départager par un duel à l'épée. Roman fixa son adversaire et déclara qu'il promet de lui céder l'auberge et la cour s'il parvenait à le vaincre. L'autre homme entra dans une colère noire, s'indignant qu'un simple garçon des périphéries osât lui parler sur ce ton. Son serviteur, réalisant soudain l'identité de Roman, courut vers son maître et lui souffla qu'il valait mieux arrêter immédiatement. Cet homme n'était autre que Roman Démitri. On raconta que le jeune noble qui se tenait là avait récemment fait son entrée dans le classement, devenant le plus jeune rankaire du royaume. L'homme, abasourdi, comprit alors que ce garçon aux yeux flamboyants était bien Roman, celui-là même qui, durant la guerre contre Barco, avait tué son fils aîné sous les yeux de la famille Barco. Devant lui, se dressait un démon sans pitié. Pris de panique, il n'osa dégainer son épée. Terrifié, il détourna le regard, prétextant qu'il avait complètement oublié leur rendez-vous. Il se frotta le front et déclara qu'il devait considérer cela comme des excuses, l'incident devait s'arrêter là. Puis, jetant un regard furtif par-dessous ses sourcils, il ajouta que s'il n'avait tenu qu'à lui, il se serait assis pour défendre l'honneur de sa famille. À cet instant précis, Roman fit un pas de plus. L'homme, pris de peur, tourna les talons et s'enfuit précipitamment. Roman observa la scène, songeur. C'était donc cela, la réalité du front sud. Ce jour-là, 3 scènes semblables s'étaient produites. Il se remémora les visages des fils de nobles familles. Dès qu'ils entendaient le nom Roman, ils s'évanouissaient de peur comme des feuilles emportées par le vent. Dans la taverne, une jeune femme abaissa sa main et affirma que ce genre d'incident était fréquent ici. Contrairement au front ouest, expliqua-t-elle, le front sud n'était pas si dangereux, à cause des relations diplomatiques complexes avec le royaume de Hector. Elle ajouta que c'était précisément pour cette raison que les fils de l'aristocratie, incapables d'échapper à leur service militaire, s'arrangeaient pour être affectés ici, sur ce front surnommé la station balnéaire. Personne ne s'y préoccupait d'entraînement, aucune menace réelle ne pesait sur la vie des soldats. C'était le meilleur endroit pour effectuer son service militaire, du moins pour les aristocrates. Le jeune homme l'écouta attentivement, puis peu après être retourné dans sa chambre romane, se pencha sur une carte. Il remarqua que 48 jours plus tôt, les éclaireurs du royaume de Hector avaient franchi la frontière. Il examina la carte avec minutie. Dès leur mission achevée, les éclaireurs étaient repartis, mais ils avaient été aperçus 3 fois de plus à proximité du front sud. Rien ne permettait encore d'affirmer avec certitude qu'une guerre se préparait. Debout dans sa chambre, il analysa les maigres informations disponibles. Même de manière fragmentaire, tout indiquait que le front sud n'était plus aussi sûr qu'auparavant. Roman esquissa un sourire. L'odeur familière du sang flottait déjà dans l'air. La guerre était à sa porte. Plus tard, un homme se présenta devant les soldats et se présenta comme le commandant Balfranc, responsable des casernes du Sud. Il annonça que les recrues allaient recevoir une formation militaire de base durant 3 semaines, après quoi elles constitueraient une armée de réserve. L'assemblée bâilla d'un seul mouvement. Le commandant rappela que, quel que fût leur rang avant le service, ici, ils n'étaient que des soldats. Roman écouta avec attention. Toute transgression des règles se solderait par une affectation punitive au front ouest. Le commandant déclara cela depuis son estrade. Le jeune homme sourit. Si cela constituait une punition, qui serait assez fou pour y échapper? Mais à sa grande surprise, autour de lui, certains garçons pâlissaient de peur. On annonça qu'ils recevraient leur emploi du temps en soirée et pouvaient dès à présent s'installer.
Peu après le discours, un chevalier s'approcha ensuite de Roman, l'informant que le commandant souhaitait le rencontrer en privé. L'homme l'accueillit d'un sourire chaleureux. Il lui demanda si le voyage vers le sud avait été pénible. Roman répondit que tout s'était bien passé. Le vicomte Balfranc, commandant du front sud, lui proposa de s'asseoir, lui servit une tasse de thé et lui confia qu'il avait été ravi d'apprendre que le plus jeune classé du royaume de Caïro avait été affecté ici. Ils s'installèrent face à face. L'homme expliqua qu'il l'avait convoqué pour une raison particulière. Il lui demanda s'il était vrai que le marquis Bénédicte s'était mêlé afin que Roman soit envoyé au front sud. Tout en buvant son thé, le jeune homme confirma, ajoutant qu'il n'avait rien sollicité lui-même, mais que le marquis avait effectivement tenu ses propos. Le commandant sourit ironiquement. Ce diplomate, pensa-t-il. Puis le commandant se dit intérieurement que s'il établissait une relation avec Roman qui est dans les bonnes grâces du marquis Bénédicte, il pourrait sans doute gravir les échelons du pouvoir central. Puis, changeant de ton, il affirma qu'il prendrait soin de Roman durant son affectation. Il souhaitait qu'il ne manque de rien, mais en retour, lorsque le jeune homme croiserait à nouveau Bénédicte, il devrait dire que le vicomte Balfranc, du front sud, l'avait traité avec tous les égards. Roman esquissa un sourire. Une proposition franche. Il n'avait, pour l'heure, aucune raison de la refuser. En quittant la pièce, un homme l'interpella. Henri Albert s'approcha et lui déclara qu'en s'en prenant à lui, il s'en était pris à la mauvaise personne. Il désigna la porte et révéla que le commandant Franck était son oncle, par la branche maternelle. Roman baissa les yeux, incertain. Henri cria qu'il ne comprenait rien à la gravité de la situation. Il courut jusqu'à la porte et appela son oncle, exigeant qu'il intervienne. Le commandant furieux demanda qui avait osé menacer son neveu adoré. Henri, les larmes aux yeux, lui raconta que ce plouc de la famille du baron avait menacé sa vie. L'homme rugit, exigeant le nom du coupable. Roman demeura silencieux. Alors, l'oncle, enragé, sortit pour corriger le responsable. Une fois sorti, le commandant réalisa que la personne en question n'était autre Roman Démitri. L'instant d'après, le commandant envoya une puissante gifle à son neveu. Tout en tombant au sol, Henri ne comprit rien à ce qu'il se passait. Il ne comprit que la douleur de la gifle que son oncle venait de lui donner. À ce moment, les idées tournaient dans la tête d'Henri. Il se rappela comment le commandant le traitait comme un fils avec une grande affection. Comment il le soulevait dans ses bras et le faisait tournoyer joyeusement. Depuis l'enfance, ils avaient toujours été très proches. L'oncle avait exaucé ses moindres désirs. Il y eut même un temps où Henri l'aimait plus que ses propres parents. À présent, Henri restait assis sur le sol, abasourdi. Il ne comprenait plus pourquoi il venait de recevoir une gifle. Il regarda le commandant, les larmes aux yeux. Puis, se retournant, le commandant pensa au fait que Roman avait les faveurs du marquis Bénédicte, et de plus. On ne savait jusqu'à quel sommet cet homme pourrait grimper un jour. Il s'approcha alors du jeune homme et déclara qu'il aurait dû s'occuper plus sérieusement de l'éducation de son neveu. Et demanda qu'on le laisse donc présenter des excuses à sa place. Le jeune seigneur, impassible, répondit qu'en son honneur, il fermerait les yeux sur cet incident. Puis il demanda la permission de se retirer. Une fois parti, le vicomte éclata de colère contre son neveu. Quel imbécile faisait-il? Il rappela à son neveu que Roman était protégé par le marquis Bénédicte lui-même, un homme soutenu par le gouvernement central. Quel était l'intérêt de se faire un tel ennemi? Le jeune homme, frottant sa joue encore rougie, rétorqua qu'il se moquait bien de la raison du coup qu'il avait reçu. Le commandant se mit à genoux devant lui, le regard sévère, et demanda quand son neveu comptait enfin mûrir. Il ajouta que s'il se comportait ici comme s'il était encore dans le cercle familial, personne ne pourrait le protéger, pas même lui. Soudain, son ton changea. Avec un sourire, il déclara que cette journée avait sans doute laissé une mauvaise impression à Roman. Aussi, décida-t-il que Roman serait son partenaire pendant tout l'entraînement et jusqu'à la formation de l'armée de réserve. Le garçon resta figé, abasourdi. Le commandant précisa que, s'il désobéissait, il n'hésiterait pas à l'envoyer au front ouest. Était-ce bien clair? Le jeune aristocrate, terrorisé, acquiesça. Pendant ce temps, dans la pièce attenante, Roman observait la table de bois massif et se dit qu'il s'agissait là d'une chambre privée. Le vicomte s'était véritablement donné du mal. Il pensa que manipuler des gens qui ne cachaient pas leurs ambitions n'était pas difficile. La vie dans les casernes du Sud promettait d'être agréable. Plus tard dans la soirée, dans une salle du camp, un soldat examina des documents et peina à croire que l'entraînement militaire des aristocrates était désormais sous sa responsabilité. 3 ans plus tôt, le chef instructeur des casernes Sud, Mac Burney, était assis à cette même table et se perdit dans ses pensées. Il se revoyait sur le champ de bataille, guidé uniquement par sa loyauté envers le royaume.
C'est ainsi qu'il s'était porté volontaire pour le front ouest, où il survécut à des dizaines de batailles pendant 10 ans. Il était parti de rien, s'élevant peu à peu jusqu'au rang de commandant, à la tête d'une armée de 100 hommes. Mais tout bascula lors d'une attaque. Sa main fut tranchée. Il perdit sa main droite, celle qui tenait son épée. La douleur brûlante ne fut rien à côté de l'amertume de voir sa carrière de guerrier se terminer ainsi, sans gloire. Un jour, il se trouva face à un haut gradé qui lui annonça que, pour ses mérites, il serait nommé instructeur dans les casernes du Sud. Mac Burney baissa les yeux. Il savait que quitter le front serait une déchirure, mais il accepta cette réalité. Il obéirait. Cependant, en arrivant, il découvrit un système de formation chaotique. Dans les casernes de l'Ouest, tous recevaient la même formation. Mais ici, les jeunes aristocrates étaient exemptés de tout effort. Jusqu'au temps présent, rien n'avait changé. Par la fenêtre, il les observait oisifs sous les arbres, indisciplinés. Il planifia un programme précis, 3 semaines d'entraînement de base et d'endurance. Mais à quoi bon, se demanda-t-il, si ceux qui commandaient ne daignaient pas se former? Il fit un pas en avant, prêt à faire semblant de former des soldats. Les jeunes nobles étaient assis sous les arbres, discutant de leur prochaine visite à leurs domaines familiaux. Ils promettaient monts et merveilles, affirmant qu'ils seraient toujours le bienvenu. Mac Burney passa près d'eux, les yeux fermés. Cette oisiveté, en pleine zone de guerre. Il en était las. Puis, en rouvrant les yeux, il aperçut des soldats parfaitement alignés sous le soleil écrasant. C'était inhabituel. Quelqu'un venait d'organiser une formation stricte. Et devant eux se tenait Roman. Mac Burney se demanda si c'était possible que ce jeune homme ne soit pas encore familier avec la mentalité des casernes du Sud. Il s'approcha et déclara, presque avec légèreté, que les aristocrates ici n'étaient pas obligés de s'entraîner. Puis, les yeux clos et un sourire en coin, il ajouta qu'il pouvait aller s'asseoir à l'ombre pour observer les autres. Le jeune homme se tourna lentement et demanda si tout cela n'était vraiment dû qu'à eux. En arrière-plan, on voyait les jeunes se prélasser. Le formateur confirma. Roman baissa la tête, puis déclara qu'un champ de bataille ne faisait pas de distinction entre les statuts. La guerre, elle, ne se limitait pas au salon doré. Il imagina un terrain accidenté, une rivière, des montagnes, un marais. Le commandant devait pouvoir exercer ses fonctions, quelles que soient les conditions. Il ne devait pas être inférieur à ses soldats en force. Alors, il fit un pas en avant et déclara que, par conséquent, un commandant, celui qui donnait les ordres, devait lui aussi suivre l'entraînement. Car cette formation n'était pas une punition, mais un outil pour révéler le potentiel des hommes. Le formateur l'écouta avec stupéfaction. Ce garçon comprenait parfaitement le sens véritable de l'entraînement militaire. Puis Roman ajouta qu'il n'attendait aucun traitement de faveur. Qu'on lui donne les mêmes épreuves qu'aux autres, et il les surmonterait. Il était prêt à abandonner son statut. L'instructeur serra le poing. C'était la première fois qu'un aristocrate exprimait le désir de suivre un entraînement complet. On pouvait risquer sa vie pour des hommes capables d'admettre cela. Il avait songé à proposer un compromis, mais ce n'était plus le moment. Il s'approcha du podium. Ce jour-là, il jura de tout donner pendant ces 3 semaines. Lorsqu'il atteignit l'estrade, il leva la main et déclara que la première semaine serait dédiée à l'endurance. Peu après, les jeunes commencèrent à courir. L'entraînement, pensé par Mac Burney, ouvrait les portes de l'enfer. Le jeune commandant menait la course. Tous les autres le suivaient. Le but était clair, préparer les troupes à une guerre soudaine pour qu'elles sachent réagir à tout moment, en tout lieu. Le jeune brun leva la main et cria que désormais, il courait chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. Au loin derrière, d'autres soldats observaient Roman et ses hommes en murmurant. Qui sont ces types à courir ainsi? Ils accusaient un sérieux retard. Le jour touchait à sa fin, mais l'entraînement continuait sans relâche. Le formateur passa parmi eux et déclara que ce qu'ils vivaient n'était pas qu'un exercice physique. C'était un combat mental, une bataille où nul ne savait quand la guerre éclaterait, ni quand elle prendrait fin. Tous répétaient inlassablement les mêmes gestes. Le formateur insistait. Seul l'entraînement poussé jusqu'à l'épuisement permettrait aux soldats de dépasser leurs propres limites. Pour ceux qui abandonnaient en cours de route, il prévoyait une sanction, réduction des heures de sommeil et allongement de l'entraînement. Même le jeune seigneur, habitué aux rigueurs de l'existence militaire, en fut choqué. La nuit tomba. Assis près de la rivière, les jeunes recrues murmuraient entre elles. Elles avaient cru que la caserne du Sud offrait des conditions plus douces. On leur avait promis des facilités, des journées tranquilles. Tout cela, comprirent-ils, n'était qu'un mensonge. Ils évoquaient l'épuisement du premier jour, la cadence infernale imposée. L'un d'eux, à la voix plus calme, les invita à modérer leurs ressentiments. D'autres soldats, présents avec eux, subissaient la même épreuve.
L'un des hommes leva la tête et rappela que, contrairement à eux, ces hommes n'avaient pas choisi le service militaire. Eux avaient été appelés. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient pu progresser autant. Il reconnut qu'il y avait un gouffre entre eux, causé par la durée de l'entraînement. Un autre homme, s'approchant lentement, intervint. Alors comme ça, on parle de durée. Il voulait des précisions. C'était Henderson, un des hommes de Roman. Un camarade lui répondit qu'il ne s'entraînait que depuis 1 an, et que c'était naturel d'être moins bon que ceux qui avaient déjà plusieurs années derrière eux. Mais Henderson le corrigea immédiatement. Tu te trompes. Notre formation a commencé il y a 3 mois, pas 1 an. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de volonté. Il le regarda droit dans les yeux, l'expression menaçante. Vous n'échouez pas parce qu'il manque de temps, mais parce que vous ne vous donnez pas à fond. Henderson, perdu dans ses pensées, repensa à ce jour où il vit passer l'annonce de recrutement. Ce fut là qu'il décida de devenir un homme, un vrai. Il avait cru que les exigences seraient modestes, que l'on cherchait des soldats personnels pour faire nombre. Ce fut sa première erreur. En arrivant, il découvrit un tout autre monde. Des vétérans, des mercenaires aguerris comme Lucas et Pucky, des hommes à l'aura tranchante. Lui se sentit comme une proie parmi les prédateurs. Un agneau égaré dans une meute de loups. Il se demanda ce qu'il pouvait valoir ici. Bien qu'ayant été sélectionné, il alla trouver Chris, et déclara qu'il ne se sentait pas digne d'accompagner leur maître. Celui-ci lui demanda pourquoi. Henderson répondit qu'il n'était qu'un paysan, sans technique, sans entraînement. Il avait passé sa vie à cultiver la terre. Quelle folie de croire qu'il pouvait suivre le jeune seigneur. Mais Chris le regarda longuement, puis dit ceci. Tu as tort. Tu te soumets trop facilement. Quand j'ai rencontré Kevin, il n'était rien de plus qu'un enfant haineux. Je ne comprenais pas pourquoi notre maître avait choisi un garçon d'un milieu aussi pauvre. Mais regarde-le aujourd'hui. Il est devenu un soldat qu'on n'ose plus ignorer. Le blond ajouta, souriant. Et moi, tu crois que j'étais différent? À notre première rencontre, j'ai attaqué le maître à l'aveugle. Il aurait pu me briser. Je n'étais qu'un crapaud au fond d'un puits, et pourtant, il m'a donné ma chance. Il poursuivit en expliquant que Roman était l'unique raison pour laquelle il avait changé. Il ordonna alors à Henderson de l'écouter. Si le jeune seigneur l'avait choisi, ce n'était pas sans raison. Qu'il lui fasse confiance, car Roman voyait en lui un potentiel caché. Henderson, bouleversé, serra les poings. Il admit que lui-même avait du mal à croire en ses capacités. Mais si cet homme, leur commandant, l'avait choisi, alors il devait y avoir une raison. Il se souvint de sa vie. De la terre, des champs. Comment un simple paysan aurait-il pu devenir un soldat? Mais il décida de s'accrocher à cette chance. Il déclara qu'il ferait tout pour progresser, pour être à la hauteur. Dès lors, il s'investit dans chaque entraînement, à corps perdu. Même malade, même épuisé, il n'abandonna jamais. Il courait jusqu'à l'épuisement, s'effondrait, se relevait. Petit à petit, il changea. Il devint un soldat. De retour au présent, il déclara « Je suis devenu qui je suis aujourd'hui ». Puis, relevant la tête, il fixa l'autre soldat. « Et toi, que feras-tu le jour où, sur le champ de bataille, tu devras tuer pour survivre? Diras-tu encore que tu n'étais pas prêt ?» Il se renfrogna. Savoir qu'on est faible ne justifie pas de ne rien faire pour changer. C'est encore pire de tirer les autres vers le bas. Il secoua la tête et refusa de satisfaire leur pitoyable demande. Le silence s'abattit sur le groupe. Finalement, Henderson tourna les talons et conclut « Vous êtes des imbéciles, pathétiques ». Mais dans leur cœur, les soldats de Roman avaient déjà entamé la guerre. Le lendemain, ils couraient à travers la forêt. L'entraînement d'endurance se poursuivait sans répit. Chaque jour, la difficulté augmentait. Certains portaient des poids aux chevilles. D'autres s'effondraient de fatigue. Mais les soldats de Roman, les dents serrées, allaient jusqu'au bout. Jamais ils ne s'arrêtaient. Pendant ce temps, les jeunes nobles restaient à l'ombre, discutant avec légèreté. Pourquoi se donnent-ils tant de mal? S'ils étaient au front ouest, on comprendrait. Mais ici, ce n'est même pas la guerre. Un autre renchérit en disant « Ce sont des gens de rien. S'ils ne font même pas ça, comment Dimitri pourrait-il les reconnaître ?» Ils éclatèrent de rire. À l'écart, Henri, pensif, se mordit la lèvre. Comment obtenir sa reconnaissance? Il observa Roman et pensa que tout aurait été plus simple en restant entre aristocrates. Mais que pouvait-on attendre d'un roturier? Il bâilla, agacé. Bah, peu importe. Ça s'arrangera bien. Pendant ce temps, le capitaine de l'escouade des Rangers du royaume d'Hector, Jackson, posa un genou à terre devant son roi.
Il rapporta que, sur la dernière année, les Rangers avaient infiltré le front sud à 48 reprises, cartographiant 5 lignes de défense. Selon lui, toutes les forces avaient été concentrées à l'ouest pour contenir l'empire de Cronos, laissant le front sud sans protection. Jackson se redressa, fixa le roi et déclara d'un ton assuré « Sire, j'en prends la responsabilité. Une attaque sur le front sud se déroulerait sans la moindre difficulté. » Le roi du royaume d'Hector écouta avec attention. Le blason du royaume, jadis un puissant état rival de l'empire Cronos, s'était étendu à une vitesse prodigieuse grâce à une force militaire impressionnante. Mais après une défaite cuisante contre Valhalla, il sombra au plus bas. La gloire d'Hector tomba au niveau de celle de Caïro. Le royaume dut désormais plier devant l'empire. Le prince s'approcha et demanda la permission de s'exprimer. Le père l'autorisa. Le prince Edwin Hector déclara que depuis 5 ans, le royaume subissait une récolte catastrophique sans précédent. La dette contractée auprès de la Banque d'Or généra des intérêts démesurés qui étranglaient le pays. Le royaume n'avait plus la force de tenir. Le trésor était vide. Si rien ne changeait, Hector perdrait jusqu'à son titre de royaume. Le roi posa les mains sur sa tête et admit qu'il comprenait ce constat. Si seulement ses ancêtres avaient su ce que provoquerait cette guerre déchaînée. Puis le soleil monta, éclairant la pièce plus vivement. Le prince Edwin confia que la défaite avait éloigné le royaume des conflits et de son histoire, pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Il regarda son père et insista. Désormais, tout changeait, il s'était mieux préparé l'année dernière. Edwin releva la tête et demanda au roi, pour le bien du peuple désespéré et du royaume tout entier, il lui fallait prendre une décision. Le mot guerre fit frémir tous dans la pièce. On n'osait même plus le prononcer. Le roi examina son fils, si différent de lui, il n'était pas faible du tout. Puis il demanda, d'un ton solennel, s'il était sûr de ce qu'il disait. Edwin répondit que, sans conviction, il n'aurait jamais entamé cette discussion. Le roi prit cela pour confirmation, referma les yeux en silence, puis déclara que désormais, tous les pouvoirs en cas de guerre seraient transférés à l'unique prince du royaume, Edwin. Le jeune homme, baissant les yeux, déclara qu'il entendait et obéissait. Pendant ce temps, aux casernes du sud dans le royaume de Caïro, 3 semaines de formation venaient de s'achever. Les soldats formèrent un rang impeccable. Le commandant sourit puis annonça qu'ils étaient désormais affectés au détachement de réserve, sur la 5e ligne de défense. Peu après en privé avec Roman, il toussa légèrement et ajouta, avec un sourire narquois, que certains chantaient littéralement combien ils attendaient cette affectation. Il avait dû tirer quelques ficelles en faveur de Roman. Le jeune homme remercia. Après cela, le formateur McBurney exprima sa gratitude à Roman et s'il avait besoin d'aide, il pourrait le contacter. Puis il s'inclina. Il solennisa que ce fut pour lui un honneur d'avoir œuvré auprès du groupe. Grâce à eux, il avait compris pourquoi il travaillait si dur. Il pourrait bientôt former de nouvelles recrues avec plaisir. Il tendit un document, disant qu'il s'agissait d'un simple détail, mais qu'il pourrait servir. Il comprenait parfaitement le paysage local et la configuration du front sud. Il précisa que ce papier serait utile en cas de guerre. Bien qu'ils espérassent 2 années de paix, ils souhaitaient que le jeune homme soit démobilisé sain et sauf. Roman sourit, le remercia, tandis que le formateur fronça les sourcils, pensant qu'il aurait volontiers suivi Roman pendant ces 3 semaines d'observation. Il reconnut qu'il méritait qu'on consacre sa vie entière à son service. Il jeta un regard respectueux au jeune homme, inclina légèrement la tête, puis s'en alla. Désormais seul, Roman déplia la carte et se souvint combien recueillir ces informations tenait de l'effort colossal. Cet homme méritait le respect, pour sa générosité sincère. Pendant que les soldats se tenaient au poste avancé, la première ligne défensive du front sud, le jeune homme crut percevoir un mouvement à l'horizon. L'ennemi approchait. Henri se souvint des mots de son oncle. Celui-ci l'avait affecté sur ordre spécial à la 5e ligne de défense, aux côtés de Roman. Il lui avait ordonné de se faire son ami, coûte que coûte. À ce moment-là, 2 détachements se dirigeaient vers la forteresse. Le détachement de réserve et les troupes ennemies. Le jeune Henri se demanda pourquoi il devait se rapprocher de lui, mais se consola en se rappelant qu'il se trouvait précisément sur la 5e ligne. Soudain, le chaos éclata, on cria l'alarme. Le royaume de Hector avait déclaré la guerre. On criait « Tout à vos armes ». Terrifié, il vit les portes de la forteresse céder. La première ligne de défense fut submergée, mais ce fut les troupes de la 5e ligne qui furent les plus exposées. La bataille fit rage, cris, ordres, mêlées. Des soldats escaladaient les murailles avec des échelles. Le baron Bruce, commandant de la 5e ligne, hurla que tout était perdu. Il se rappela la taverne où l'on surnommait cette ligne le paradis du front sud. Une longue illusion de quiétude et de confort, facilité permise par des responsabilités corrompues et des pots de vin. Le bras de fer termina. Bruce,
ivre de richesses mal acquises, se vit rongé de l'intérieur. Fronçant les sourcils, il jugea suicidaire de défendre cette ligne jusqu'au bout. Il s'avança vers le bord des fortifications et cria qu'il devait tenir jusqu'à la mort. Si les défenses tombaient, les civils seraient sacrifiés. Il ordonna à ses hommes de ne reculer en aucun cas. Puis, dans un geste paradoxal, tourna les talons et s'enfuit, prétextant aller rapporter la situation au roi. Roman, depuis le camp de réserve, ayant entendu les alarmes, ordonna à toute son escouade de rejoindre au plus vite la 5e ligne. En chœur, ils répondirent avoir compris. Malgré les faibles capacités de défense du front sud, malgré l'équipement obsolète de cette ligne et à peine un bataillon hétéroclite de soldats commandé par un chef inutile, ils se précipitèrent vers la bataille, déterminés à tenir le rang. Le jeune aristocrate courait, repensant que la 5e ligne de défense possédait la pire capacité de combat. Il consulta mentalement la carte et pensa au mauvais placement de l'armée de réserve à 2 heures de marche d'urgence. Il se devait d'arriver en 1 heure maximum à la ligne défensive. Soudain Roman leva le poing, il jura intérieurement. En face d'eux, le commandant de la 5e ligne arriva, soulagé de voir l'armée de réserve. Il se précipita devant le jeune prince, l'interrogeant sur son rôle si c'était lui le commandant de la réserve, et lui intima de l'escorter et à assurer sa propre sécurité. Il insista, la famille royale devait être mise au courant du danger. Le jeune homme le reconnut comme le chef de la 5e ligne et lui demanda ce qu'il faisait là, sans homme. D'un geste outré, le commandant l'accusa d'impudence. S'il était de l'armée de réserve, au mieux, il appartenait à la petite aristocratie, et osait le défier. Roman, las de cette arrogance, le saisit violemment par le coupe, l'étouffant. Puis, le soulevant, il le regarda dans les yeux et lui rappela que, selon les règles militaires, un déserteur, quel que soit son statut, pouvait être exécuté sur le champ. Comprenait-il ce que cela signifiait? Le commandant bredouilla. À ce moment même, Roman abattit son épée et trancha la tête de l'homme. Roman déclara que si le commandant avait battu en retraite avec ses hommes, il ne serait pas mort de sa main. La tête tomba au sol. Sans hésiter, l'escouade reprit sa marche en avant. Sur la 5e ligne de défense gisait déjà un monticule de cadavres. L'un des rares survivants confia qu'il avait pressenti ce jour depuis longtemps. Il avait combattu vaillamment, mais jamais il n'aurait imaginé que leur propre commandant abandonnerait ses hommes. Soudain, un tir le frappa à l'estomac, le sang jaillit, et il s'effondra. Pensant que c'était la fin, il vit alors l'ennemi exploser en morceaux sous le tranchant de la lame de Roman. Roman lui demanda si c'était bien lui le lieutenant Steven. Puis, Roman s'approcha et déclara que le commandant Baron Bruce était mort. Il ajouta que désormais, Steven était responsable de la 5e ligne de défense. Roman avait reconnu son nom sur une liste que lui avait remise Lucas. Il se souvint que Lucas lui avait dit que Steven était le seul homme de valeur sur cette ligne. Il rassura Steven, le jeune lieutenant, et dit qu'il lui ferait confiance. Fort de son expérience sur cette ligne, il lui demanda s'il existait un moyen de protéger cette position. Steven écouta attentivement. Puis Steven indiqua que, selon lui, la situation militaire ne s'était que trop détériorée. Se retirer pourrait être la décision correcte, mais offrirait à l'ennemi un avantage stratégique. Il expliqua une carte illustrant un itinéraire d'approvisionnement si Hector prenait position sur les 5 lignes de défense, ce qui prolongerait la guerre. Après un échange de regards, Roman décida qu'il fallait ériger une clôture de fer aux portes de la forteresse pour ralentir l'ennemi. Il ordonna à Steven de constituer immédiatement une équipe pour l'installer. Le lieutenant, stupéfait qu'il adopte un plan si audacieux avec une telle aisance, exprima ses réticences. L'ennemi était déjà dans l'enceinte. Roman déclara qu'il comprenait ses craintes, mais les pressenta à agir. Soudain, il fut attaqué par un homme masqué. Roman fit un pas de côté sans tourner le regard. L'assaillant le manqua. N'étant pas un homme prêt à mourir, il dégaina et trancha l'agresseur en 2 d'un seul coup, sans même regarder clairement l'attaque. L'escouade accourut et cria. Roman se retourna et annonça. À partir de ce moment, toute l'armée devait foncer vers les portes de la forteresse et le suivre partout. Tous placèrent la main sur la poitrine, répondant par un oui unanime. Steven, encore sous le choc, réalisa qu'il n'y avait aucune trace de peur chez eux. Il se demanda si un lien si profond entre maître et subordonné était réellement possible. Le jeune maître déclara que la guerre commençait désormais. Steven observait les visages des soldats. Leur loyauté ne venait pas de l'obligation, mais du respect profond envers leur chef. L'escouade se mit en marche. Roman tua adversaire après adversaire, se demandant s'il devait vraiment risquer sa vie pour sa patrie. La guerre, pensait-il, était un jeu cruel où les faibles n'avaient d'autre choix que de se sacrifier. Depuis que le royaume de Caïro reconnaissait sa valeur, avec privilège à la clé, il savait qu'il existait d'autres méthodes pour éviter le conflit. Pourtant,
Les circonstances étaient devenues trop complexes. Le sang bouillonnait dans ses veines d'adrénaline. Il paraîtait et bloquait chaque attaque. Il aspirait à la vie, mais ce champ de bataille le rendait joyeux. Ses soldats loyaux le suivaient, proclamant qu'ils devaient protéger leur maître. Il tuait méthodiquement. Chaque pas en avant les menait vers la mort potentielle. Ils repoussaient les coups avec leurs boucliers. À chaque adversaire terrassé, leur confiance grandissait. Roman en tua 10, puis 12. Les soldats ennemis, dépassés, prirent conscience que l'ennemi était plus fort qu'attendu. Lorsque le nombre d'ennemis abattus dépassa les 50, Roman se trouva sur un tertre de cadavres. Les yeux des survivants, figés dans l'horreur, l'aperçurent comme un monstre vivant. Ils murmurèrent qu'il fallait fuir, se retirer, mais il était trop tard. Le commandant des troupes d'Hector observait, impuissant, ces hommes fuirent tels des ratraqués. Le commandant baron Mcellari, tout récemment encore empli de confiance après avoir enfoncé les portes du fort, croyait sa victoire assurée. Pourtant, la situation avait basculé. Leurs troupes étaient maintenant repoussées. Il se demanda si tout cela pouvait réellement être l'œuvre de ce seul homme. Soudain, il aperçut un jeune homme brun courir droit vers lui. Leurs regards se croisèrent brièvement. Le commandant, stupéfait, vit la fureur dans les yeux de l'inconnu. Comment ce garçon avait-il pu capter son regard à une telle distance? Sans hésitation, Roman poursuivit son assaut. Le baron, interloqué, se demanda si ce gamin comptait vraiment le tuer à lui seul. Quelle arrogance! Il leva la main et ordonna son exécution avant que cet adversaire n'atteigne un point de non-retour. Il n'y avait qu'un seul ennemi à abattre. Une horde de chevaliers se rua alors sur le jeune combattant, dont le regard s'embrasa d'une lueur implacable. Le commandant ennemi, dans son excès de confiance, n'avait pas anticipé une riposte aussi brutale. Roman fonça, mu par une stratégie de guerre éclair qu'il semblait avoir acquise au fil d'innombrables batailles dans sa vie passée. Faire tomber la tête du commandant ennemi le plus rapidement possible. Il continuait à avancer, tranchant les têtes les unes après les autres. Peu importaient les obstacles, il devait tuer le commandant. Roman progressait à une vitesse fulgurante. Les soldats tentaient de l'arrêter un à un, croyant encore pouvoir le maîtriser. Roman invoqua la technique du démon céleste, deuxième mouvement. Une puissante énergie explosa. Les soldats furent balayés d'un coup. Une profonde fissure apparut entre lui et les soldats, provoquant la stupeur générale. Même le chef adverse resta figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Roman avançait droit vers lui. L'homme tira son épée, se présenta comme le baron Maclary et déclara vouloir affronter personnellement ce jeune fou. Mais il n'eut jamais le temps de finir sa phrase. Sa tête tomba avant même qu'il n'ait pu brandir son arme. Le jeune homme leva alors la tête et s'adressa à tout ce présent. Il cria que le commandant ennemi était mort, mais que le reste serait été une erreur. Car ses ennemis reviendraient, encore plus féroces, s'ils s'échappaient. Il déclara que, même au prix de leur sang, ils devaient livrer bataille jusqu'au bout et écraser leurs adversaires. Le silence se fit. Tous l'écoutaient avec attention. Henri, observant la scène depuis le fort, ne comprenait toujours pas ce qui se déroulait sous ses yeux. Il aperçut Roman et comprit enfin pourquoi son oncle lui avait ordonné de se rapprocher de lui coûte que coûte. Quelque temps plus tard, après la mort de leur commandant, les soldats d'Hector s'éparpillèrent dans tous les sens. Grâce au courage du jeune seigneur et à ses troupes, la 5e ligne de défense fut sauvée. Chris, debout face à Roman, annonça que sur les 30 hommes engagés, aucun n'était tombé. Roman félicita la troupe pour cet exploit, puis fit un pas en avant, ordonnant que l'on administre l'élixir pour soigner les blessés. Tous entendirent ces paroles. Non loin de là, Stephen, qui observait la scène, se demanda si c'était bien Roman qui avait fourni à chaque soldat des potions de soins. Il pensa, ces potions de soins développées par la Tour des Mages, connues pour leur coût astronomique même au plus bas niveau. En voyant cela, il comprit que Roman faisait preuve d'une puissance démesurée, de décisions audacieuses, mais surtout d'un respect sincère envers ses hommes. Cette confiance, entre le jeune maître et ses soldats, n'était pas feinte. Si Roman leur ordonnait de sauter dans un brasier, il le ferait, convaincu. Roman se tourna alors vers un jeune homme et lui demanda de se préparer pour une deuxième vague d'assaut. Il s'approcha ensuite et expliqua qu'il lui fallait un soldat connaissant parfaitement la topographie du front sud. Stephen demanda si le jeune seigneur comptait vraiment repartir immédiatement. Roman le regarda et confirma. La guerre n'était pas finie. Peu après, un jeune garçon se présenta. Originaire de la région, il pouvait servir de guide. Il se nommait Kobe. Roman se pencha alors sur une carte du front sud et demanda quel était le chemin le plus rapide vers l'arrière. Le garçon indiqua une route. Roman posa la main sur la table et affirma que, selon lui,
Cet itinéraire prenait 2 heures et demie, trop long. Il exigeait un passage n'excédant pas 2 heures. Koby, surpris, se demanda comment le jeune noble pouvait savoir cela. Ce n'était pas une supposition. Roman avait visiblement étudié en détail la topographie du front sud. Le garçon exprima son étonnement de voir le seigneur si bien informé. Alors, pourquoi avait-il été choisi comme guide? Roman répondit qu'en recevant sa mission, Koby avait probablement estimé qu'il ne connaissait rien de cette région. Il expliqua qu'il s'était préparé aux situations d'urgence, mais que sa connaissance demeurait théorique, l'aide d'un local restait nécessaire. Le jeune garçon comprit alors. Roman n'était pas comme ces aristocrates venus chercher une vie facile sur le front sud. Grâce à lui, cette terre avait peut-être une chance. Le jeune seigneur sortit. 10 minutes à peine s'étaient écoulées, la réunion fut brève. Chris lui annonça que tout était prêt. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un jeune homme s'approcha. Que faisait-il ici, lui demanda Roman. L'aristocrate, intimidé, recula. Face au silence de Henri, Roman réitéra sa question: que faisait Henri ici? Le garçon baissa la tête. S'il avait avoué être venu pour Rossement, Roman l'aurait chassé aussitôt. Alors il présenta ses excuses pour ses fautes passées. Il reconnut que sa démarche pouvait sembler effrontée, mais il voulait désormais les accompagner et les aider. En tant qu'aristocrate du royaume de Caïro, il ne pouvait rester les bras croisés. Roman le fixa, puis déclara que le suivre ou non ne dépendait que de lui, mais qu'une chose devait être claire. S'il tentait de saboter ses plans, il n'hésiterait pas à l'abandonner. Le jeune homme acquiesça, terrifié. Le groupe se mit à courir à travers la forêt. En tête se trouvait le guide, suivi de près par Roman et ce homme. Henri à l'arrière, peinait à suivre le rythme. Soudain, le guide s'arrêta. Devant eux gisait un soldat mourant. Le garçon s'agenouilla, l'adossa à un arbre, et lui demanda ce qu'il s'était passé. Le soldat murmura que les baraquements du sud avaient été attaqués, puis demanda de l'aide avant de s'évanouir. Roman se redressa, pensif. Ce n'était pas la ligne de front qui avait été ciblée, mais bien les baraquements de Caïro. Les soldats avaient fui jusqu'ici. Là-bas, tout était en flammes. Il estima que l'assaut avait eu lieu moins d'une demi-heure auparavant. C'était donc cela. Le royaume d'Hector avait attaqué les 5 lignes de défense. Au moment où il visualisait les lignes dans sa tête, une pensée fulgurante l'envahit. Et si c'était cela, alors, il décida qu'il devait impérativement rejoindre les casernes du sud. Pendant ce temps, dans les casernes du sud, un homme serra son épée avec détermination. 2 ennemis se dressaient face à lui, hésitants, discutant à voix basse de la possibilité de l'épargner. Mais sans renfort, le soldat ne tiendrait plus très longtemps. Peut-être était-il temps de se rendre. Il le tuerait sans doute rapidement, sans souffrance. C'était l'entraîneur manchot qui se dressait, l'épée pointée vers l'avant, et hurla qu'ils aillent tous en enfer. Il demanda aux 2 soldats s'ils croyaient vraiment qu'ils mourraient ici, seuls, sans emporter ne serait-ce qu'un seul d'entre eux dans la tombe. Même si cela lui coûtait la vie, il les combattrait jusqu'au bout. C'était un risque à prendre. Il baissa les yeux vers sa main. Merde, si seulement ma main droite était encore là. Il grinça des dents et songea. Mais que s'est-il passé pour maître Roman? Il se remémora le jeune homme, le seul sur le front sud qui ne baissait jamais sa garde, pas une seule seconde. Bien qu'il eût entendu dire que Roman avait été affecté à la 5e ligne de défense, il était convaincu que ce dernier avait agi de sa propre initiative. Il revit ses yeux sombres et déterminés. À cet instant, sur le seuil de la mort, ce fut ce visage qu'il évoqua. Il comprit alors qu'il n'était pas encore prêt à quitter le champ de bataille. Soudain, le mur derrière les 2 ennemis commença à s'effondrer. Puis une explosion retentit. Des pierres volèrent dans toutes les directions. Les soldats se retournèrent, confus, ne comprenant pas ce qui se passait. Caïro avait-il déjà envoyé des renforts? Roman posa le pied sur un rocher. Les soldats le regardèrent, interloqués, et demandèrent qui il était. Était-ce un renfort? Comment savait-il où intervenir? L'un d'eux le dévisagea de plus près, et le reconnut. C'était Roman Démitri. Roman posa les yeux sur l'entraîneur, surpris de le voir encore en vie. Pendant ce temps, la bataille faisait rage. Chris hurla qu'il fallait exterminer les ennemis et sauver les survivants sans attendre. Les soldats coururent vers l'avant, mais furent interceptés par les guerriers de Roman, lui-même en tête. L'ordre d'attaquer fut lancé, mais en un instant, Roman transperça chacun d'eux avec sa magie. Il déclara que certains valaient la peine d'être capturés vivants. Il leva la main, et une énergie jaillit de 2 de ses doigts. Les soldats, paralysés, ne pouvaient plus bouger. Même réveillés, leurs muscles refusaient de leur obéir. L'un de leurs camarades tenta de fuir pour alerter les supérieurs.
Mais McBurney le rattrapa par le col, le jeta violemment au sol et commença à l'étrangler. Il murmura qu'il tuerait au moins un ennemi, coûte que coûte. Ses yeux étaient rouges, injectés de sang. Quelques secondes plus tard, l'autre ne bougeait plus. McBurney s'effondra, vidé de ses forces. Roman s'approcha alors et déclara que MC McBurney avait accompli sa tâche. Le reste, il s'en chargerait. L'entraîneur, enfin soulagé, le remercia et s'autorisa un soupir. Quelque temps plus tard, Roman et Chris se tenaient à l'entrée d'un bâtiment. Chris annonça qu'ils avaient neutralisé 12 soldats du royaume d'Hector et sauvé 5 survivants. Selon les témoignages, le vicomte avait été blessé lors de l'assaut, puis avait fui vers les montagnes. Roman soupira. Il comprit alors que les forces principales du royaume s'étaient dirigées vers les casernes du sud avant de poursuivre leur avancée. Le contingent comptait au moins plusieurs centaines d'hommes. Et les soldats d'Hector ? Demanda Roman. Chris répondit que tous avaient été enfermés dans le bâtiment. Roman ordonna qu'on n'y laisse entrer personne sans sa permission. Ce fut un ordre strict. La porte s'ouvrit légèrement. Roman entra, les yeux brûlants de détermination. Il devait découvrir la vérité. À l'intérieur, plusieurs soldats attachés le fixèrent. Roman leur donna 3 minutes. Il leur expliqua froidement que, s'ils répondaient correctement à ces questions, il leur accorderait une mort rapide et indolore. Sinon, ils goûteraient aux pires souffrances, jusqu'à leur dernier souffle. Mais les soldats crièrent qu'ils n'avaient qu'à les tuer. Qu'ils le fassent vite. Roman s'approcha, les regarda un à un, et posa la première question. Quel est le véritable objectif du royaume d'Hector ? L'un d'eux lui cracha un sourire narquois au visage, et lui dit d'aller au diable. Alors, Roman posa une seconde question. Que faisiez-vous aux casernes du Sud ? Encore une fois, un silence plein de défis, et une injonction à le tuer. Les 3 minutes sont écoulées, déclara-t-il froidement. Il posa sa main luisante de violet sur l'épaule de l'un d'eux. L'homme hurla de douleur, crachant du sang. Roman leva la main, et expliqua avec calme. Ceci est une technique visant à séparer les tissus et comprimer les os. Vous sentirez chaque nerf se tordre, chaque muscle se contracter. Une agonie lente, insoutenable. Il s'attendait sans doute à de la torture, mais certainement pas à cela. Un autre soldat, tremblant, osa hurler que cela ne changerait rien. Même s'il parlait, il était déjà trop tard pour arrêter le plan du royaume d'Hector. Le jeune homme, les yeux fous, se pencha vers lui et répondit que c'était précisément la réponse qu'il attendait. Il se redressa, un éclat de fureur dans le regard, et déclara qu'il n'avait jamais vraiment espéré entendre la vérité. Il voulait simplement observer leur réaction. Il avait vu juste. Leur véritable objectif était l'arrière-garde. Le soldat, déboussolé, ne comprenait plus. Roman posa un doigt sur son front. « Il est temps de mourir », dit-il. Des cris s'élevèrent du bâtiment. Roman sortit et comprit. L'attaque simultanée de plusieurs points du front sud n'était qu'une diversion. Si leur plan aboutissait, alors le front sud pouvait être considéré comme déjà perdu. Il marcha, pensif, se demandant qui pouvait l'avoir mis en place un tel plan. Plus tard, Roman rejoignit le lit de l'entraîneur blessé. Il lui demanda de raconter ce qui s'était passé aux casernes du Sud, en détail. L'homme baissa la tête. 2 heures auparavant, expliqua-t-il, le royaume d'Hector avait lancé une attaque soudaine. Il se souvenait de sa routine, des préparatifs pour une session d'équitation, lorsque les soldats ennemis surgirent et les attaquèrent sans préavis. Ils rassemblèrent rapidement quelques guerriers pour riposter. Mais la différence de puissance était trop grande. Ils furent décimés. Il ignorait encore si le commandant des casernes était toujours en vie. Roman l'interrogea alors. Avait-il remarqué quelque chose d'étrange chez les ennemis ? L'entraîneur répondit que les soldats d'Hector étaient légèrement armés. Quant à l'homme qui semblait être leur chef, son visage était couvert de cicatrices. Roman croisa les bras, pensif. Un visage balafré, une troupe légère. Il baissa la tête et conclut que cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il s'agissait d'une unité de Rangers. L'homme le regarda avec surprise. Roman, imperturbable, présenta alors l'escouade, expliquant qu'il avait entendu dire que leur chef accordait autant de valeur aux cicatrices sur son visage, gagnées au fil d'innombrables batailles, qu'aux médailles et décorations. L'homme se retourna, déconcerté. Il déclara qu'il ne comprenait pas pourquoi l'ennemi avait attaqué la caserne sud. Puis, d'un ton plus grave, il ajouta que s'ils avaient réellement eu l'intention de prendre un avantage stratégique, n'aurait-il pas mieux fait de frapper la ligne de front, en s'appuyant sur la colline voisine ? Leur cible, affirma Roman, n'était pas les avant-postes, mais l'arrière-garde. C'est pour cela qu'ils avaient pris la caserne sud. Le jeune maître confirma. La caserne sud se trouvait précisément sur le chemin menant vers l'arrière.
Dès lors, il n'y avait eu d'autre choix que de l'attaquer. Le capitaine McBurney le fixa un moment, puis demanda ce que tout cela signifiait. Roman répondit d'une voix basse que le royaume d'Hector utilisait actuellement une manœuvre de diversion. Il baissa les yeux, l'air grave, et expliqua que l'attaque contre la ligne défensive n'était qu'un leurre. Leur véritable objectif se trouvait à l'arrière. Roman murmura lentement. L'ennemi visait la porte de téléportation. McBurney écarquilla les yeux. La porte de téléportation. Cette structure magique permettait de compresser l'espace et de parcourir d'immenses distances en un instant. Capturer un tel dispositif pendant une bataille représentait un coup stratégique décisif. Non seulement cela privait l'ennemi de renfort, mais cela ouvrait aussi une voie de contre-attaque si l'on modifiait les coordonnées de destination de la porte capturée. Roman ajouta que, dans certains cas, ces portails étaient piégés d'un mécanisme d'autodestruction prévu en cas de contre-offensive. Il se retourna et déclara que dans cette guerre, le royaume d'Hector faisait preuve d'une confiance inébranlable. Leur stratégie, si elle réussissait, les mènerait inévitablement à la victoire. Prendre le contrôle de la porte de téléportation. McBurney cria qu'il fallait immédiatement se porter au secours de l'arrière-garde. Mais Roman croisa les bras et répondit calmement « Non ». Avait-il reçu une demande d'aide officielle de l'arrière-garde ? Demanda Roman. McBurney blême, serra le drap entre ses doigts. Il comprit. Roman pensa alors. L'unité des Rangers du royaume d'Hector avait quitté la caserne sud 1h30 auparavant. À cet instant précis, la porte devait déjà être entre leurs mains. L'ennemi, expliqua-t-il, était désormais à la fois sur la ligne défensive et dans le dos de leurs forces. L'ensemble des troupes positionnées sur le front sud, eux y compris, étaient totalement isolées. Roman baissa les yeux. À partir de ce moment, il devrait survivre seul, sans aucun soutien du royaume. Pendant ce temps, à la frontière du royaume d'Hector, un subordonné se présenta devant le prince. Il rapporta que les soldats avaient franchi la caserne sud et approchaient désormais de l'arrière-garde du front sud de Cairo. Le prince, campé devant une porte de téléportation, observait l'avancée de l'attaque. Le royaume de Cairo ne parvenait pas à décrypter leur stratégie. Le prince détourna le regard et murmura qu'il était encore trop tôt pour lâcher la vigilance. Il s'approcha du portail, évoquant une attaque contre les zones où l'ennemi refusait de céder du terrain. Le temps, selon lui, jouerait contre eux. Il ajouta que leur objectif était de détruire les murs de la forteresse. Il visualisait sa main planant au-dessus de la forteresse. Si leur plan réussissait, il prendrait le contrôle de l'ensemble du front sud. C'était la seule voie. Son esprit en alerte, la clé du succès reposait sur la sécurité du portail. Ils avaient étudié la structure des défenses frontalières pendant une année entière, infiltrant progressivement des unités de Rangers. S'ils avaient concentré tous leurs efforts sur une offensive totale dès le début, ils auraient pu tout anéantir en 4 heures seulement. Debout devant son subordonné, il pensa que l'enjeu actuel, plus que jamais, était l'existence même de ces portes. Il jeta un œil par-dessus son épaule, vers le portail. Dans le pire des cas, il devrait être détruit. Si le plan échouait, il faudrait sacrifier les portes et reculer. Le soldat l'écouta, impressionné. Cette froide lucidité. Ce n'était pas pour rien qu'on appelait le prince l'étoile du royaume d'Hector. Derrière lui, la téléportation s'activa. Cet homme, pensa le soldat, raviverait la grandeur du royaume. Pendant ce temps, à l'arrière-garde du front sud, le capitaine des Rangers d'Hector sécurisait la zone de téléportation se trouvant à Cairo. À partir de cet instant, commençait une course contre le temps. Il regarda ses alliés. Avant que l'ennemi ne découvre leurs intentions, il devait rétablir les communications. 1 an plus tôt, le prince était assis à une table et s'adressait à Jackson. Il lui avoua que leurs forces s'épuisaient, que les intérêts de la Banque d'Or devenaient chaque jour plus pressants. Si la récolte échouait à nouveau l'année suivante, la trésorerie nationale serait vidée de ses dernières ressources. Le regard déterminé, il tendit la main à Jackson et lui proposa une alliance. Tenter, ensemble, de conquérir le front sud du royaume de Cairo. Tandis que le royaume menaçait de s'effondrer, Edwin, surnommé le plus grand génie de son époque, émergea comme un héros, un enfant de la guerre né dans la tourmente. L'homme, impressionné, fixa le prince. Au cours de l'année, le royaume d'Hector pénétra à 48 reprises sur le territoire du front sud, utilisant des espions pour creuser un tunnel secret menant à l'arrière-garde. Grâce à ce passage, une escouade de Rangers s'infiltra et s'empara discrètement de la porte de téléportation. Leur chef donna alors l'ordre de se déplacer en silence. De retour au présent, l'un des Rangers s'assit et annonça que la connexion était établie. Autour d'eux, la lumière se mit à scintiller. Tous saluèrent le prince Edwin, qui arriva à travers le portail, avançant d'un pas sûr.
Il se retourna et confia à l'un de ses hommes la direction de la première division. Il fallait éliminer les restes de l'armée défensive à l'arrière et renforcer la ligne au cas où le royaume de Caïro tenterait une riposte. L'homme acquiesça avec respect. Le chef des Rangers s'agenouilla devant le prince. Ce dernier le fixa et annonça que la liaison avec le baron responsable de la 5e ligne de défense avait été rompue. Il était impératif de découvrir ce qui s'était passé. Le ranger baissa les yeux, déclarant qu'il tentait encore de comprendre la situation, mais qu'il s'agissait là de la ligne de défense la plus instable du front sud. Ils avaient estimé qu'une petite escouade suffirait à la balayer. Le jeune prince redressa alors la tête, son regard chargé de reproches. Il se souvenait pourtant leur avoir ordonné de ne pas attaquer. Mais le jeune prince, malgré l'urgence, leur avait fermement interdit d'agir avec précipitation, quelle que soit la situation. L'homme acquiesça silencieusement. Le prince serra alors le poing, déclarant que, lorsque le plan serait achevé, le baron Maclary, qui avait agi de manière irréfléchie, recevrait une punition exemplaire, indépendamment de ses éventuels exploits. Il baissa la tête, ignorant encore qu'en dépit de la précision méticuleuse de son plan, 2 variables imprévues avaient déjà vu le jour. Pendant ce temps, à la première ligne de défense, les soldats circulaient le long des remparts en criant qu'il fallait réparer les murailles avant que l'ennemi ne lance une nouvelle attaque. Un soldat s'approcha du commandant et l'interpella. L'homme se retourna, surpris, un message venait d'arriver des casernes du sud. Le comte Donald s'approcha de l'appareil de communication. Une voix se fit entendre. Roman se présenta comme faisant partie des troupes de réserve de la 5e ligne de défense. Intrigué, le comte lui demanda ce qui justifiait une prise de contact dans une situation aussi tendue. Le jeune homme le regarda et déclara qu'il irait droit au but. Roman affirma que le royaume d'Hector avait profité d'un leurre pour s'emparer de la porte de téléportation située à l'arrière-garde. Avant qu'Hector n'achève d'encercler leurs forces, il fallait, selon lui, abandonner la forteresse et se réfugier dans les montagnes, en ordonnant à toutes les troupes restantes du sud de s'y regrouper. Le comte écouta, perplexe. Le relief montagneux du sud était complexe et dangereux. Ce garçon ne faisait-il qu'émettre une opinion? Pourtant, alors que Roman tentait de transmettre ses informations, Donald leva la main, l'interrompit et déclara qu'il se débrouillerait seul. Sans le laisser finir, Roman coupa la communication. Roman se retourna en silence. Puisqu'il en était ainsi, il ne restait qu'une seule option, abandonner toutes les lignes de défense restantes, sauf la 5e. Il se dirigea vers ses soldats et leur ordonna de rassembler leurs affaires. Il fronça les sourcils et ajouta que leur destination était désormais les montagnes. La transmission indiqua alors que la base arrière ne répondait plus. Le comte, nerveux, se mit à se ronger les doigts. Et si les paroles du garçon étaient fondées, même si les terres les plus proches du front sud promettaient des renforts, il leur faudrait au moins 2 semaines pour arriver. Était-ce donc sans espoir? Non. Il baissa la tête, murmurant qu'il devait tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Alors, peut-être, aurait-il encore une chance de victoire. 4 heures plus tard, les troupes ennemies stationnaient de chaque côté de la forteresse. L'homme en resta figé. Comment était-ce possible? Ils étaient totalement isolés. Tout autour, les téléporteurs étaient désormais entre les mains d'Hector. L'armée ennemie avait renforcé sa puissance et encerclé la première ligne de défense. La fumée étouffait l'air. Pourtant, il fallait garder son calme. Les murs de la forteresse avaient été solidement réparés. Des soldats hissaient des canons, d'autres démontaient des structures pour renforcer encore la défense et éviter les erreurs de la première bataille. Les hommes en armure se préparaient déjà à combattre. Mais soudain, la panique gagna l'homme. Pouvait-il vraiment tenir bon? Il se pencha. Les soldats de la première ligne devaient l'écouter. Il leur rappela que le royaume d'Hector avait capturé leur portail de téléportation, les encerclant totalement. Aucune aide ne pouvait être espérée de leur royaume. Pourtant, comme lors de la première bataille, il leur demandait de lui faire confiance. Et, ainsi, ils survivraient. Les chevaliers commencèrent à se retourner, intrigués par un bruit lointain. Le comte fit de même. Que se passait-il? Des cris retentirent. Une lumière éclatante jaillit. Un gigantesque canon, posté près de la forteresse, fit apparaître un sceau magique. Un projectile enflammé fut tiré. Les explosions retentirent aussitôt. La forteresse était attaquée. Des flammes dévoraient les murs, des soldats brûlés couraient en hurlant. Le comte, désemparé, se souvint alors des paroles de Roman. Avant qu'Hector ne vous encercle, abandonnez la forteresse. Repliez-vous dans les montagnes. Il comprit, mais trop tard. Une nouvelle déflagration secoua les lieux. L'attaque venait de l'arrière. La tête du comte tomba sous l'épée ennemie. Le prince avança calmement.
Grâce à leur offensive éclair sur la ligne principale, la forteresse avait été prise sans perte majeure. À ce rythme, il pourrait bientôt capturer l'ensemble du front sud. Il se retourna, affirmant que le temps jouait désormais en leur faveur. Face aux soldats capturés, il ordonna qu'ils soient tous enfermés au même endroit, afin d'éviter toute surprise. Ils auraient besoin de nombreuses armes pour négocier utilement avec le royaume de Caïro. Il ajouta que, selon l'évolution de la situation, les otages pourraient devenir un levier de négociation. Le capitaine des Rangers acquiesça, comprenant parfaitement les ordres. Mais le prince, bien que satisfait, fronça les sourcils. Le plan était parfait. Alors pourquoi ce sentiment d'inquiétude ne le quittait-il pas? Que lui échappait-il? Son manteau flottait dans le vent lorsqu'un subordonné accourut, le souffle court. La situation était grave. Le messager déclara qu'on venait de leur apprendre la mort du baron Maclary sur le champ de bataille, ce qui expliquait la perte de contact. Le prince se tourna, demandant qui avait transmis cette information. Si l'homme était encore en vie, on devait l'amener immédiatement. Un jeune combattant, assis dans les zones de soins, affirma qu'il en était certain. Il baissa les yeux. La 5e ligne de défense semblait totalement désorganisée, non préparée à la guerre. Quelques survivants avaient réussi à fuir. Dès les premières minutes de l'assaut, la porte avait été enfoncée. Le baron avait alors ordonné la destruction de la forteresse. Puis, d'une voix tremblante, il raconta qu'un monstre était apparu à ce moment-là. Le prince le pressa de questions. De quel monstre parlait-il? Le soldat évoqua alors un jeune homme, dont la puissance défiait l'imagination. Il affirma qu'il avait vu de ses propres yeux s'être éliminé, seul, des dizaines de combattants. Il lui suffisait de cligner des yeux pour que ses ennemis tombent, tranchés net. Même les épéistes auréolés d'Aura avaient été pulvérisés par un seul coup, leur vie balayée en un instant. Le jeune soldat, pétrifié, déclara que la simple présence de ce monstre avait suffi à annihiler l'ensemble de la bataille. Mais alors qu'il tentait d'en dire plus, il paniqua, incapable de continuer. Le prince, pensif, se détourna. Il avait entendu parler du plus jeune classé de Caïro, arrivé récemment au front sud. Il marcha silencieusement, songeant que cette année, ils avaient préparé un entraînement parfait. Mais une variable imprévue venait tout bouleverser, Roman Dmitri. Ils progressèrent dans le couloir. Le prince ordonna un rapport immédiat. Jackson répondit qu'ils avaient inspecté la 5e ligne de défense, mais n'y avaient trouvé aucun soldat de Caïro. Il s'approcha encore, ajoutant que, selon toute vraisemblance, il s'était enfui vers les montagnes. Si le prince en donnait l'ordre, les Rangers formeraient aussitôt un détachement de poursuite. Le jeune homme leva la main. Il déclara que, non, la situation avait déjà dérapé. Le front sud était tombé. Il était temps, selon lui, d'entamer les négociations avec le royaume de Caïro. Pendant ce temps, au château royal de Caïro, le roi, d'un ton grave, demanda quand les invités arriveraient. Un serviteur s'inclina et répondit, confus, qu'il implorait le pardon de sa majesté. La nouvelle était soudaine, et tout le monde aurait besoin de temps. Le roi, Daniel Caïro, irrité, frappa du poing sur la table. Il avait convoqué le conseil de Caïro. Le roi seul ne pouvait décider. L'armée ne pouvait se mouvoir sans l'aval des aristocrates, détenteurs de puissants privilèges. Assis à la table, le souverain réfléchit en silence, avant de lever les yeux. Des voix résonnaient dans le couloir. Les aristocrates finirent par entrer. Le comte Bénédicte s'excusa d'un léger retard, arguant que leur carrosse s'était brisée en chemin. Les deux derniers invités, le comte Denver et le comte Grégory, franchirent à leur tour le seuil. Tous prirent place. L'un des nobles s'interrogea. La rumeur selon laquelle le royaume d'Hector aurait attaqué le front sud était-elle fondée? Le roi baissa la tête. Il confirma que le royaume d'Hector avait franchi la frontière, lançant une attaque surprise contre les forteresses défensives. Si rien n'était fait, le front sud serait irrémédiablement perdu. Le comte Bénédicte suggéra qu'il suffirait d'envoyer des troupes immédiatement. Le roi déclara que dans ce cas, il fallait considérer cette remarque comme un accord et mobiliser sans tarder les forces armées. Mais à cet instant, un messager fit irruption. La porte de téléportation venait d'être capturée. L'annonce jeta un froid glacial sur l'assemblée. En imaginant la carte du territoire, on comprenait que le système de gouvernance, fragmenté en 4 factions, ne faisait qu'aggraver la crise. Le roi frappa de nouveau la table. D'une voix tonitruante, il exigea de savoir comment il comptait régler cette situation. Il se leva d'un bond, indigné, expliquant que si on lui avait laissé la liberté de décision, jamais le front sud n'aurait été exposé à une telle menace. Désignant les aristocrates d'un doigt accusateur, il affirma que cette débâcle reposait entièrement sur leur conscience. C'est alors qu'un chevalier entra précipitamment.
Il annonça que le royaume d'Hector avait établi une transmission magique. Le prince ennemi déclarait réclamer une compensation en or pour les dégâts de guerre, évaluant même le coût du front sud. L'assemblée fut sidérée. Croyait-il vraiment pouvoir exiger une telle chose? Oser initier une guerre sans justification, comme de simples bandits? Le jeune prince ennemi, froid et implacable, ajouta qu'il laissait 3 jours. Passé ce délai, si leurs exigences n'étaient pas satisfaites, le front sud serait annexé à Hector. Et s'il apparaissait qu'il tergiversait, aucun des otages du sud ne survivrait. La communication fut brusquement coupée. Le jeune homme songea à son pays, pauvre et affamé. Les récoltes, en échec depuis des années, avaient vidé les greniers. Les dettes envers la banque d'or s'accumulaient. Il joignit les mains et murmura pour lui-même qu'il était prêt à devenir non pas l'étoile d'Hector, mais le démon le plus cruel de l'histoire, si cela permettait de sauver son peuple. Le roi de Caïro, accablé, baissa la tête. Depuis que la porte de téléportation était tombée aux mains de l'ennemi, il n'avait plus le choix. En payant la rançon exigée par Hector, au moins pourrait-il limiter les pertes. Le comte Bénédicte objecta. À ce prix, les demandes seraient exorbitantes. Mais le roi s'emporta. Avait-il une alternative? Un murmure d'hésitation parcourut la salle. Tous baissèrent les yeux. Aucun ne trouva d'argument. Grinçant des dents, le roi pensa au ridicule de la situation. Il y a peu, il se disputait le moindre lambeau de pouvoir, mais face à cette situation de crise véritable, il cédait sans combattre. Reprenant son calme, il s'assit. Il annonça que le royaume de Caïro allait accepter les conditions de l'ennemi. À ce moment-là, le comte d'Enver prit la parole. Il s'opposa fermement à cette décision. Le roi, furieux, lui intima de s'expliquer. Le comte d'Enver leva la tête. Il évoqua le nom de Roman, actuellement déployé sur le front sud. D'après un rapport tout juste reçu, Roman avait remporté la victoire sur la 5e ligne de défense. Daniel, stupéfait, reconnut que ce jeune homme était un épéiste remarquable. Il avoua que ce sabreur étoilé, à peine adulte, représentait une bénédiction pour Caïro, mais doutait qu'il puisse à lui seul changer le cours de la guerre. Le comte Bénédicte intervint. Il confirma que le garçon incarnait l'avenir du royaume. Toutefois, perdre un tel talent dans une aventure incertaine, loin des terres natales, était impensable. Mieux valait minimiser les pertes. Le comte d'Enver tourna les yeux. Il savait que peu de gens soupçonnaient la véritable puissance du jeune homme. Lui-même n'en avait eu connaissance que grâce à son appartenance à la faction des proches de Valhalla. Il se remémora le parchemin confié par les prêtres, le visage du jeune homme, ses talents. Supérieur même aux épéistes 4 étoiles. Roman était la seule variable capable d'inverser la situation. Le comte d'Enver leva la main. S'ils pensaient tous ainsi, il ne s'y opposerait pas davantage. Mais il proposa 3 jours. Juste 3 jours. Un court délai. Si rien ne changeait durant cette période, alors ils accepteraient l'offre d'Hector. Le roi l'observa longuement. Il finit par acquiescer. Le royaume de Caïro se préparait donc à 2 issues, la guerre ou la négociation. Au même moment, Henri contemplait le désastre. La première ligne de défense n'était plus qu'un brasier. Tout était perdu. Il se retourna, hurlant à ses soldats de battre en retraite, de franchir les montagnes au plus vite. Il ne voulait qu'une chose, survivre. Traversant la forêt, son esprit ne songeait qu'à fuir, à gagner du temps, à comprendre ensuite. Un bruit dans les buissons le tira de ses pensées. Un homme, au regard enflammé, bondit sur lui. Une épée se posa contre sa gorge. C'était Chris. Il lui ordonna de rester silencieux. Ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt, à un rythme calme et maîtrisé. Le jeune homme scruta le chevalier. Il s'interrogea. Que faisait donc Roman ici, lui qui était censé se diriger vers l'arrière-garde? Des branches lui fouettèrent le visage. Que cherchait-il dans cette maudite montagne? Soudain, quelque chose attira son attention. Un campement, dressé là, en pleine forêt. Il n'avait aucune idée de quand ni comment ces hommes avaient pu l'installer si discrètement. Chris surgit derrière lui et annonça que le gentleman pensait que la base arrière était déjà tombée. Ce lieu, expliqua-t-il, n'était autre que son camp secret, réservé aux urgences. Henri, pris de panique, s'écria que si la base arrière avait réellement chuté, il devait fuir immédiatement. Pourquoi, dans ce cas, avait-il installé un campement en cet endroit? Chris, aux yeux lumineux, lui répondit d'une voix calme mais ferme que la guerre n'était pas encore terminée. Il s'approcha, le regard fixe, et déclara qu'ils étaient restés ici pour protéger des alliés comme eux, et pour repousser les ennemis qui gravissaient les montagnes. Si cet homme appartenait réellement au royaume d'Hector, il serait déjà mort. Chris le dévisagea alors d'un regard glacial. Henri,
Paralysé, pensa qu'il se trouvait face à un monstre. Une seule question le hantait désormais. Comment la famille Démitri avait-elle pu s'entourer de telles créatures? Relevant soudainement la tête, il demanda où se trouvait M. Roman. Il ne l'avait pas vu en arrivant. Le blond le fixa et répondit que Roman affrontait les ennemis en première ligne, personnellement. Henri serra le poing. Ainsi donc, leur commandant était un véritable monstre. Des cris résonnèrent dans la forêt. Des hommes couraient, hurlant, se battant les uns contre les autres dans un chaos indescriptible. Certains mouraient, d'autres tentaient de survivre. Agitant les lignes de défense, Brandt combattait avec acharnement, nourrissant une seule pensée, que ceux qui restaient puissent s'en sortir vivants. Il jugeait Donald incapable, un mauvais commandant. Les chevaliers tombaient les uns après les autres, victimes des mauvaises décisions du baron Donald. Soudain, il fut projeté au sol. Écrasé dans la boue, il ouvrit les yeux et vit un ennemi le dominer. Était-ce la fin? Mais, l'instant d'après, le visage de l'ennemi se tordit de douleur. C'était Roman qui était venu le sauver. Autour d'eux, les cris redoublèrent. « Tuez-le !» C'est l'ennemi. Mais Roman esquiva, frappa et neutralisa ses adversaires avec une précision déconcertante. Le jeune homme leva la tête. Il avait l'impression de se retrouver en enfer. Il aperçut un brun et se demanda qui diable il pouvait bien être. Roman se tourna alors vers lui et se présenta. Roman Démitri, de la réserve de la 5e ligne de défense. Brandt resta stupéfait. Était-ce vraiment le même homme qui, plus tôt, leur conseillait de battre en retraite? Il n'avait pas fui. Non, il était revenu pour les sauver. Se relevant, il déclara d'une voix grave que la première ligne de défense était déjà brisée. Le royaume d'Hector avançait vers la seconde, qui, selon toute vraisemblance, ne tiendrait pas bien longtemps. Roman se retourna et demanda si cela signifiait qu'il suggérait de se rendre. Brandt admit, la gorge serrée, que Roman était un redoutable bretteur. Mais après tout, c'était une guerre de royaume. Comment résister seul face à l'armée d'Hector? Le regard baissé, il songea à la famine, aux attaques surprises, à la guerre. Rien ne correspondait à la situation actuelle du royaume d'Hector. Alors, quelles étaient leurs véritables intentions? Le jeune homme avança, le ton assuré. Hector, expliqua-t-il, cherchait à s'emparer du front sud d'un seul coup, parce qu'il n'avait pas les ressources pour soutenir un conflit prolongé. Le soldat, troublé, demanda ce que cela signifiait. Il lui répondit que le royaume d'Hector cherchait à provoquer la coopération du pouvoir royal de Caïro en écrasant entièrement le sud. Ce n'était pas seulement une conquête, c'était une stratégie de survie. Continuant son chemin, il pensa que, si tel était le cas, alors les actions du prince devenaient compréhensibles. Il esquissa un sourire amer. Il prenait un risque énorme, mettant en jeu le destin de tout un pays. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.